Bonjour et bienvenue à Info IPS, votre balado santé vulgarisé par nous, les infirmières praticiennes spécialisées. Mon nom est Valérie Saillant. Moi, Kim Blais-Provencher. Kim, aujourd'hui, on parle d'un cancer peut-être un peu souvent oublié, mais très important. Vraiment, c'est un cancer qui est un fléau mondial. Plus de 70 personnes par jour vont en prendre, malheureusement, qui ont un diagnostic de cancer colorectal. On a reçu aujourd'hui Dr. Michael Bensoussan, un gastro-entérologue très, très impliqué auprès de la population québécoise. On va démystifier ce sujet-là. C'est quoi les signes qu'on doit rechercher parce qu'on sait que le cancer touche généralement nos 50 ans et plus, mais aussi beaucoup de nos plus jeunes. De plus en plus, hein, dans les 40 dernières années, il y a vraiment une hausse au niveau de la population un petit peu plus jeune. Ouais. Puis on va parler aussi du microbiote, des sujets un peu d'actualité, les aliments transformés, vraiment répondre à certaines questions qu'on peut se poser à ce sujet-là, puis le lien qu'il pourrait y avoir avec la hausse du cancer colorectal. Donc, ça va être intéressant. Excellent. Bien, bonne écoute. Ce balado santé vous est présenté par l'AIPSQ avec le soutien de l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke, de l'Unité d'enseignement et de recherche en sciences de la santé de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal et de l'École des sciences infirmières Ingram de l'Université McGill. Les renseignements partagés dans ce balado ne remplacent pas l'avis d'un professionnel de la santé. Bonjour Valérie, comment ça va aujourd'hui? Hey, ça va super bien! Oui, aujourd'hui, je suis choyée parce que je suis entourée en fait de 2 personnes qui ont participé à l'émission 24/7 ensemble. Ben oui! Oh, on sort ça des boulamides ce matin? On sort des boulamides. Donc Valérie, Dr. Michael Bensoussan. Oui. Donc merci beaucoup d'être aujourd'hui ici avec nous, de t'être déplacé. Avec grand plaisir. Donc, j'ai fait moins de route que toi. Oui. C'est très correct. Michael, écoute, quand je t'ai approché pour faire ce projet-là, tu n'as même pas hésité. Ben non. D'une part, je pense que tu es un vulgarisateur bien connu et je pense que c'est une de tes vocations. Je pense aussi que tu crois aux IPS. Les IPS sont mes amis. Les infirmières sont mes amis. Les super infirmières sont mes super amis. Ah, c'est bon, ça. Donc, c'est moi qui suis choyé d'être invité par nos infirmières spécialisées du Québec. Quelle chance qu'on ait ce corps de métier-là, cette particularité, cette spécificité. Et puis, je crois que le moment est extrêmement bien choisi pour renforcer la complicité et la collaboration entre les médecins, et notamment les médecins spécialistes, avec les infirmières du Québec. Donc, si je peux participer à ce mouvement très naturel, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Ben, tu as nommé un mot super important, la collaboration. D'ailleurs, tu es dans cette première série notre seul médecin qui va participer. Mais venez les amis, hein? Il y a du café, il y a du café, on est hyper bien reçus, il est bien meilleur qu'à l'hôpital. Quand même, hein? N'hésitez pas. Je voyais pas personne d'autre venir parler du sujet qu'on va parler aujourd'hui. Évidemment, c'est pas une grande surprise. On parle du cancer colorectal. Notre plan, on veut vraiment donner des outils aux gens. C'est l'objectif de notre balado, là, vraiment de vulgariser puis de remettre aux gens le pouvoir de prendre leur santé en charge puis de les sensibiliser. Fait que c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis on va commencer avec des petites questions rapides, vrai ou faux, ou oui ou non. Oui ou non, vrai, faux, paf, paf. Oui, non, mais on va en reparler à travers... Sans développement. Exact. OK, donc, question courte. Donc, les gens de moins de 50 ans sont à risque de cancer colorectal. Oui, certains. Sorry, vous m'aurez pas. Y a-t-il un lien entre le microbiote, là, la santé intestinale, le microbiote intestinal, donc les bactéries dans notre intestin, et le cancer? Oui, très probablement. Une consommation fréquente des produits transformés augmente nos risques de cancer colorectal. Oh oui. C'est précis. Ouais. C'est du oui avec 4 i. Bon, celle-là est facile. La prévention et le dépistage du cancer colorectal peuvent vraiment sauver des vies. Oui. La façon qu'on cuit notre viande pourrait avoir un lien aussi avec le cancer colorectal. Oui. Et est-ce qu'il y a un lien entre l'inflammation? Tu sais, on parle beaucoup d'inflammation dans notre corps, puis le risque de développer un cancer colorectal. Oui. OK. Absolument.
Puis en termes de croyances, là, on n'est plus dans le vrai ou faux, dans le oui ou non. Est-ce qu'il y a des croyances que tu as entendues ou ça serait des mythes au niveau du cancer colorectal? Alors, j'en donnerai 2. La plus grande fausse croyance, c'est que se faire des lavements avec n'importe quoi, notamment les lavements au café. Ah ouais? C'est une des top trends 2024 de TikTok, de se faire des lavements au café pour améliorer sa santé digestive et diminuer son risque de cancer colorectal. Donc, gang, s'il vous plaît, faites pas ça. Ça, c'est la première chose. Et une, par contre, qui est un peu passée sous le radar, c'est que prendre certains anti-inflammatoires, et notamment de l'aspirine, diminue beaucoup le risque de cancer colorectal. Problème, c'est que l'aspirine donne d'autres problèmes de santé, notamment les ulcères de l'estomac, fait qu'on a été obligé d'arrêter cette étude-là. Mais c'est le genre d'étude qui a prouvé à toute la communauté scientifique qu'une action anti-inflammatoire était une action anti-cancéreuse qui se voyait avant tout dans le côlon et dans le rectum. On se posait vraiment, il y a une dizaine d'années, la question de dire, mais est-ce qu'au lieu de faire du dépistage, il ne serait pas plus rentable, plus cost-effectif dans la population de mettre tout le monde sous aspirine 80 mg à tous les jours et on aurait une diminution drastique des cancers colorectaux. On a lancé cette étude, mais il y a tellement d'effets secondaires, notamment des ulcères, des saignements digestifs, des diverticulites, etc., qu'on a été obligé de stopper ça. Donc c'est bien d'un côté et c'est moins bon de l'autre. C'est comme en gastro-entérologie, par exemple, je fais une digression, mais il va falloir vous habituer pour le reste du podcast. Mais c'est comme en gastro-entérologie, par exemple, les gens ne le savent pas forcément, mais le tabac protège de la colite ulcéreuse. Donc, en fait, il y a un grand classique, c'est de développer et de débuter une colite ulcéreuse à l'arrêt du tabac. Est-ce que c'est une bonne raison pour continuer la cigarette? Ben non. Il y a tellement de mortalité par cancer et de mortalité cardiovasculaire liée à la cigarette à cause de ça que pas du tout. Mais pourtant, les gens qui continuent de fumer, en général, ne feront pas de colite ulcéreuse, même s'ils étaient génétiquement dus pour ça. Ils vont avoir d'autres conséquences. En fait, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on t'a pas présenté ou tu t'es pas présenté officieusement. Allô? Est-ce que les gens ont déjà compris que je suis français? Oui, ben c'est ça. Les gens, de façon générale, vont te connaître, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, donc tu es d'origine française, tu es de Strasbourg, c'est là où tu as fait ta médecine. J'ai fait ma médecine à Strasbourg. Ensuite, j'ai déménagé à Paris. J'ai habité 10 ans à Paris où j'ai exercé comme gastro-entérologue. J'ai fait mon internat à Reims. L'internat, c'est la résidence. Ensuite, j'ai déménagé à Paris où j'ai exercé mon métier de gastro-entérologue pendant une dizaine d'années avant de venir au Québec. Je suis installé au Québec depuis 2012, donc ça fait une douzaine d'années. Et j'ai toujours travaillé comme gastro-entérologue à l'hôpital Charlemagne, donc CISS Montérégie Centre. De l'autre côté du pont, c'est à Greenfield Park. Pour les gens qui ne connaissent pas, Greenfield Park, c'est une sorte de morceau de Longueuil, mais qui ne veut pas dire que c'est Longueuil. Donc c'est juste de l'autre côté du pont Jacques-Cartier. Et depuis 2 ans, je suis le chef de service de ce service de gastro-entérologie. Donc ma vie est un move d'est en ouest, parce que Strasbourg, Reims, Paris, Montréal, c'est exactement sur la même ligne. Donc si je reste pas au Québec, ça veut dire que je finirai à Vancouver, mais c'est pas dit encore. Mais pour l'instant, je suis très bien au Québec. Je suis en amour avec cette province. Puis on te voit partout, en fait, là, pour les gens qui te connaissent pas. On te voit à la radio, tu as participé à beaucoup d'émissions, des chroniques. Avec Val, on a fait 2 gardes 24/7 il y a 8 ou 9 ans maintenant. Ça passe vite, hein? Oui, on était les premiers dans la première saison. Ah, puis c'était tellement bon. Moi, je l'ai réécouté. Donc, maintenant, ils doivent être à la saison 9 ou 10. Un beau succès. Hein, c'est vraiment... Je pense que les gens apprécient de pouvoir avoir accès à cette réalité-là, puis d'une façon qui est réaliste aussi. Là, c'est pas romancé, puis c'est une façon aussi de savoir un peu ce qui pourrait nous arriver, de quelle façon. Je pense que ça rassure les gens, puis ça humanise. Ça les désénerve, parce qu'en fait, il y a un tel problème d'accès au système de soins au Québec que quand il y a des émissions comme ça qui montrent ce que c'est que la réalité des travailleurs de santé, et puis qui voient que quand on travaille à l'hôpital, on est un peu débordé, on court partout, enfin on a globalement quand même des journées de fou. Ça rappelle quand même aux gens que s'ils n'ont pas accès au système de santé, ce qui est vraiment un problème, c'est pas parce que les gens qui sont dans le système de santé se tournent les pouces. Ah non, c'est plutôt parce que ça manque de place, ça manque d'effectifs, ça manque de salles d'opération, ça manque de salles de clinique, ça manque de personnel. C'est pas tant parce que nous, on fait rien. Oui, puis à la fois, moi, en tout cas, pour ma part, mon expérience était tellement positive, puis c'était un privilège de pouvoir justement faire lumière là-dessus, de montrer aux gens, on expliquait, il y a du retard aujourd'hui, on a eu des gros accidents, puis à la fois transmettre notre passion. Tu sais, c'est vraiment un travail pour lequel on aime le faire.
ceci dit, qu'est-ce qui t'a fait choisir la gastro-entérologie? Ah, tu veux vraiment la vraie réponse? C'est qu'en fait, je savais pas. C'était même plutôt une des spécialités quand j'étais externe, jeune étudiant en médecine, où je trouvais ça pas cool, pas le fun. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai dû choisir entre la gastro-entérologie et la cardiologie, parce que dans ma maquette de résident, il ne me restait que ça. Donc, j'ai téléphoné à ma mère. À l'époque, j'avais dit, bon, ben, maman, je serai ou cardiologue ou gastro-entérologue. Donc, elle m'a tout de suite dit, ah, mon fils va être cardiologue. Non, c'est pas ça que je voulais t'annoncer. En fait, j'ai choisi la gastro-entérologie parce que la gastro-entérologie, je trouvais que c'était à la fois une spécialité qui était extraordinairement clinique, médicale, au contact des gens, intellectuelle, etc. Mais il y a tout le volet endoscopie. Et à l'époque, moi, j'avais 20 et quelques années, j'étais dans ma période PlayStation 1, parce que je suis vieux de même. Et en fait, quand on m'a mis un endoscope dans les mains et qu'on m'a dit, tu as une manette avec des pitons, et puis tu dois aller agir sur un écran, j'ai dit, ouais, bah, comme à la maison, en fait. Et donc, j'avais des skills un peu déjà développés pour l'endoscopie parce que je faisais de la PlayStation. Je vous jure que tout ceci est vrai. Et donc, comme mes patrons à l'époque avaient dit, mais t'es plutôt doué en endoscopie. Bon, bah, moi, on m'a dit, oh, t'es doué, bon, bah, je vais rester avec vous autres à ce moment-là. Et j'ai fait que tomber en amour avec cette spécialité au fur et à mesure de ma vie. Et maintenant, on est en 2025. Il me semble que la spécialité médicale de gastro-entérologie, c'est celle qui prend le plus le plancher au niveau médical. Parce qu'avec sur la communication grand public, avec tous les développements du microbiote, de la flore intestinale, etc., on voit que la gastro-entérologie, le tube digestif est impliqué dans les maladies digestives, évidemment, mais dans les maladies neurologiques, cardiovasculaires, le trouble du spectre de l'autisme. Je veux dire, je suis spécialiste de la spécialité la plus haute. Donc, autant dire, Val, j'ai jamais regretté mon choix. Voilà. On a un gros sujet aujourd'hui qui est le cancer colorectal. Absolument. On lit toutes sortes de statistiques. Là. Au niveau mondial, si je ne me trompe pas, on serait dans le deuxième cancer malheureusement, le plus populaire ou le plus tueur au niveau mondial. Donc, vous parliez du polype. Donc, c'est quoi le polype? Le cancer colorectal, c'est quoi? Comment ça se développe? Alors, très intéressante question. Alors, effectivement, le cancer colorectal, donc cancer du côlon, cancer du rectum, le rectum étant la partie terminale du côlon. Le cancer colorectal, au Canada et au Québec, est un problème de santé publique majeur. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de 25 000 Canadiens, entre 25 et 30 000 Canadiens chaque année qui vont recevoir un diagnostic de cancer colorectal et 10 000 Canadiens, Canadiennes qui vont en mourir. Bon, ça a l'air terrible quand je dis ça, mais il faut entendre quand même une bonne nouvelle là-dedans. Ça veut dire qu'en 2025, il y a moins d'une personne sur deux qui va recevoir le diagnostic de cancer colorectal qui va en mourir. Pourquoi? Parce qu'on fait du dépistage de plus en plus précoce, c'est de ça qu'on va parler beaucoup. Le dépistage, c'est vraiment la base de tout en cancérologie, mais en cancer colorectal encore plus que dans d'autres cancers, mais aussi parce que l'endoscopie a progressé, la chirurgie a progressé, la chimiothérapie a progressé. Donc maintenant, on a 40% de malchance de mourir de son diagnostic de cancer colorectal. Quand j'ai commencé ma médecine au XXe siècle, c'était 80% des gens qui recevaient le diagnostic de cancer colorectal qui en mouraient. Donc on est dans un cancer où on a beaucoup progressé et les progrès continuent encore. Au Québec, le cancer colorectal est le 3e cancer le plus courant, le plus fréquent. Et le 2e cancer qui tue le plus de Québécois et de Québécoises par an, on est en train de parler d'entre 2500 et 3000 personnes qui meurent du cancer colorectal au Québec chaque année. Bon, maintenant, c'est sûr que, comme on l'a dit, les techniques pour guérir du cancer colorectal ont beaucoup progressé, mais en fait, ce qui va faire diminuer le plus le cancer colorectal au Québec, c'est le dépistage. Le dépistage, c'est de la prévention secondaire, c'est-à-dire, c'est de faire du dépistage et d'arriver de trouver le cancer, soit quand il est précoce, soit avant qu'il soit un cancer, c'est-à-dire au moment où il sera, ce qu'on est en train de parler, un polype. Entre une muqueuse colique normale où tout va bien et où cette petite boule de chair va se développer et va pousser jusqu'à devenir un polype, ça on appelle ça, c'est un adénome. Donc l'adénome, c'est quand c'est bénin. Au bout d'un moment, l'adénome va devenir trop gros, trop volumineux et certaines cellules à l'intérieur vont dégénérer et basculer dans le cancer. Ça s'appelle un adénocarcinome. Donc le nom scientifique du cancer du côlon, c'est un adénocarcinome. Donc tous les polypes ne vont pas devenir des cancers, mais tous les cancers du côlon ont été un jour un polype. Et le but du dépistage, c'est d'arriver
avant que ce soit un cancer ou que c'est un cancer tout précoce et qu'on peut justement, nous, les gastro-entérologues, intervenir, enlever le polype, envoyer ça à l'analyse, merci, bonsoir, ça ne deviendra jamais un cancer. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Et vous, les IPS, vous êtes au cœur de ça et tout le monde est au cœur de ça depuis que le Québec a enfin depuis février 2024 mis en place la campagne nationale de dépistage du cancer colorectal, un peu à l'image que ce qui a été fait pour le cancer du sein et qui a drastiquement changé le pronostic du cancer du sein au Québec. Donc ce dépistage-là, ça veut dire quoi, vous gens qui nous écoutez? Ça veut dire que tous les Québécois et les Québécoises qui ont entre 50 et 74 ans doivent aller faire un test dans leurs selles. Donc doivent aller faire une recherche de saignement occulte dans les selles. Donc ça, c'est des tests qui se cherchent chez le médecin, au CLSC, dans vos laboratoires, auprès de votre IPS, dans votre biron du coin de la rue. Je veux dire, n'importe quel intervenant de santé est supposé de vous fournir ce test, où vous allez dans la toilette avec une petite spatule et un petit gant qui est fourni dans le kit, faire un tout petit prélèvement, envoyer ça au laboratoire, et le laboratoire va dépister si là-dedans il y a du sang qu'on ne verrait pas, le saignement occulte. Parce qu'on part du principe que quand on a un polype dans le côlon, il va saigner une petite goutte par-ci, une petite goutte par-là. Donc nous, dans la toilette, quand on flush, parce que bon, vous savez que ça, c'est vrai qu'on est 50-50. Il y a 50% des gens qui regardent avant de flusher et 50% des gens qui ne regardent pas avant de flusher. Regardez notre production. Donc, c'est de regarder, de suggérer aux gens de regarder. On suggère aux gens de regarder, évidemment, mais ça ne changera jamais. C'est comme les gens qui pissent sous la douche et les gens qui ne pissent pas sous la douche. Les gens qui pissent sous la douche, ça leur paraît la base et ils trouvent les autres dégueulasses. Et les autres, c'est deux gangs qui ne se comprennent pas. Okay. Donc il y a les gens qui regardent avant de flusher, les gens qui ne regardent pas avant de flusher. Donc je m'adresse surtout aux gens qui regardent avant de flusher. C'est pas parce que vous ne voyez pas du sang dans vos selles qu'il n'y en a pas. Il peut y avoir effectivement du sang occulte, qu'on appelle ça. Et c'est le but de ce test-là. Et quand ce test est positif, c'est uniquement si ce test revient positif qu'on vous dira... c'est le moment de prendre un rendez-vous avec un gastro-entérologue pour aller faire une coloscopie. Mais ça ne veut pas dire que c'est un cancer. Alors, la sensibilité de ce test, elle est de 70%. Ouais. Ça veut dire que ce test-là, ce n'est pas forcément le meilleur des tests, mais c'est celui qu'on a trouvé le moins cher, le plus acceptable pour tout le monde, etc. Exact, parce qu'on sait effectivement qu'un hémorroïde, à titre d'exemple, ou une fissure pourrait causer un saignement. Ah ouais, alors... c'est pas supposé que les hémorroïdes et les fissures allument le test parce que le test repère de l'hémoglobine dégradée, donc un peu digérée, consommée. Okay. Quand on saigne du péteux, ça va être du sang frais, pas dégradé qui va arriver. Il n'est pas supposé d'allumer le test. Ça, c'est la théorie. En pratique, je vous le dis, pour faire énormément de coloscopies, oui, quand on a des hémorroïdes, malheureusement, ça peut allumer le test quand même. Et donc, quand ce test est positif, ça veut pas de panique, ça veut pas dire qu'on a un cancer du côlon. Ça veut dire soit 30% des cas, on n'a rien. Et c'est un faux positif. Fine, on a fait une coloscopie pour rien, il n'y a pas de problème avec ça. Soit effectivement qu'on va arriver, pas forcément trouver un cancer, mais on va possiblement trouver un polype. Et justement, si on trouve ce polype, nous autres, les gastro-entérologues, on est capable de le couper, de l'envoyer à l'analyse pour vérifier qu'il était bénin, ou même qu'il était malin et que ça va nécessiter un geste complémentaire, ou pourquoi pas un traitement chirurgical complémentaire. Bref, d'arriver suffisamment tôt pour que on arrive soit avant le cancer, soit au tout début du cancer, et que la personne, le patient, la patiente qui a reçu ce diagnostic-là, ne meurt pas de son cancer. Mes amis, un chiffre. Si tous les Québécois et les Québécoises entre 50 et 74 ans faisaient ce test, puis faisaient la coloscopie, puis se faisaient enlever les polypes, on éviterait 90% des cancers du côlon au Québec. C'est beaucoup. Donc ça veut dire que dans la théorie, on est en train de dire que si cette politique fonctionnait comme on voudrait, sans aucun accroc, etc., pour répondre à ta question, Val, ça sauve des vies, on sauverait 1500 à 2000 vies par an au Québec avec ce dépistage. C'est ce que quand le programme a été lancé, c'est ce que tu déplorais un peu pour, en comparatif au programme québécois du dépistage pour le cancer du sein, où les femmes, à partir de 50 ans, vont recevoir une lettre. Celles qui n'ont pas de professionnel de la santé, une IPS ou un médecin de famille, qui devrait et va prendre la prévention en charge, en fait. Mais je pense que toutes les femmes le reçoivent, alors que la population ne reçoit pas actuellement une lettre pour les solliciter à ce test-là. Le ministre Dubé assume complètement de progresser là-dedans par un mode d'essai-erreur. Ça veut dire que vous êtes supposé de recevoir une lettre qui est supposée de vous stimuler, mais après, c'est à vous de faire les démarches. Absolument. Donc ça, c'est la première chose. Fine.
Maintenant, si vous avez entre 50 et 74 ans, auditeurs et auditrices et spectateurs du podcast, et que vous n'avez pas reçu cette lettre, il faudrait idéalement que vous alliez prendre un rendez-vous de consultation avec un professionnel de santé, que ce soit votre médecin de première ligne ou votre IPS de première ligne, pour aller dire « moi, je n'ai pas reçu la lettre ». Normalement, il n'y aura pas le moindre début de discussion. On va vous dire « fine », on va vous faire... C'est ça aussi l'avantage de voir le médecin et l'IPS, c'est que le médecin et l'IPS, ils vont vous parler de cancer du côlon, mais tant qu'à vous avoir sous la main, vous allez peut-être avoir un dosage du PSA pour votre prostate. Oui, c'est ça. Vous allez peut-être Une avoir un prise en charge dosage globale. du cholestérol, une prise de votre tension artérielle. C'est-à-dire, ça fait partie de la prise en charge globale. Là, on est en train de focuser sur le cancer du côlon, mais c'est quand même bien de temps en temps, passer un certain âge, d'aller faire un point sur sa santé. Oui, mais on va personnaliser aussi au même titre qu'on parle du 50 ans, mais s'il y en a dans la famille, il y a de l'hérédité aussi. Absolument. On va individualiser notre test puis notre dépistage. Alors là, Kim, c'est pertinent ce que tu dis, puisque quand on parle de ce dépistage, on parle de la population générale, c'est-à-dire de la population avec un risque moyen. Exact. Il n'y a pas en dessous de risque moyen. Personne n'est à risque faible. Nous sommes tous et toutes à risque moyen pour le Encore cancer plus du côlon. en 2024. Maintenant, il y a des... Absolument. 2025. Maintenant, il y a des gens qui sont à risque élevé et des gens qui sont à risque très élevé. Alors, les gens qui sont à risque très élevé, on va tout de suite mettre ça de côté, c'est les gens qui ont une maladie inflammatoire de l'intestin. Enfin, quand on parle de maladie de inflammatoire, Crohn, colite ulcéreuse. Ça, c'est les gens qui sont à risque très élevé. C'est un dépistage spécifique, c'est des coloscopies tous les 3 ans. Est-ce que la maladie cœliaque rentrerait là-dedans? Non, parce que la maladie cœliaque, c'est une maladie de l'intestin grêle. De l'intestin grêle. Donc, okay. ça ne concerne pas le côlon. OK. Mais on peut faire des cancers avec la maladie cœliaque, qui seraient des cancers de l'intestin grêle, mais ils sont très rares. Okay. Assez rares, mais ils sont très graves. Okay. C'est pour ça que dans la maladie cœliaque, il faut absolument respecter sa diète sans gluten. C'est parce que c'est quand on entretient le phénomène auto-immun lié au gluten et que l'intestin grêle va rester malade des années qu'on pourrait faire un lymphome du grêle qui est très grave. Donc, il faut absolument respecter sa diète sans gluten. Fin de la digression. Donc, les gens avec les maladies inflammatoires... Il y a des gens qui ont une maladie, il y a des gens qui ont un risque du cancer du côlon qui est un risque élevé. Ça, c'est ceux qui ont des relatifs au premier degré, qui ont eu des polypes ou un cancer du côlon. Parce que, comme on vient de l'expliquer, polype, cancer du côlon, c'est la même maladie. C'est la même chose. C'est juste une évolution sur le temps. Un polype a vocation à devenir un cancer du côlon. Et quand on parle de premier degré, c'est papa, maman, frère exact. et sœur. Donc ça, c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les antécédents dans leur famille, de mon oncle, de leurs grands-parents ou de leurs cousins germains, ça compte. Non, jusqu'à présent, et sauf si la science évolue là-dessus, ça ne compte pas. Les seuls facteurs de risque génétiques qu'on considère que vous êtes une personne à surrisque, à risque élevé d'avoir un cancer du côlon, c'est si vous avez papa, maman, frère et sœur, et vos enfants évidemment, c'est-à-dire tous les relatifs au premier degré, à qui on va faire un diagnostic de polype ou de cancer du côlon. Dans ces cas-là, vous ne passez pas par l'étape de dépistage avec le test dans les selles, vous passez directement à la case coloscopie, et idéalement, il faut faire la coloscopie 10 ans avant l'âge du diagnostic chez la personne qui a reçu son diagnostic de cancer du côlon. Pourquoi? Donc, par exemple, parce qu'on considère que l'évolutivité entre une muqueuse colique normale et le cancer, ça prend à peu près 10 ans. Donc, exemple, si votre sœur a reçu un diagnostic de polype adénomateux, un adénome, hein, c'est important parce qu'il y a d'autres polypes plus rares, mais qui ne sont pas des... Mais si le gastroentérologue ou le médecin lui a dit oui, c'était de cette famille-là. Donc, si votre sœur a reçu un diagnostic de polype à 48 ans, par exemple, vous êtes dû pour une coloscopie à 38 ans. Ouais. Donc ça, c'est très important de le comprendre, parce que ça va être le deuxième point, c'est-à-dire qu'on a déjà dit que si on n'a pas reçu la lettre, il faut aller consulter, il faut aller demander à son professionnel de santé son dépistage, mais de temps en temps, il faut challenger. Il faut challenger son professionnel de santé. Je sais que ça, c'est pas très dans la culture québécoise, mais ça l'est ô combien dans la culture française, où on se challenge, on chiale, on râle, on se chicane, mais... C'est sûr que les Québécois et les Québécoises, ils ont quand même une gêne à aller voir leur IPS, à aller voir leur médecin et à leur dire « Oups, vous ne m'avez pas parlé de cancer du côlon. Oups, mon père, il a eu un cancer, un diagnostic du cancer du rectum à 45 ans. Peut-être que moi, je serais dû, etc. » Il n'y a pas de lutte d'ego, il n'y a pas de gêne là-dedans. C'est des discussions qui sont tout à fait légitimes et vous avez le droit, les gens, de dire à votre professionnel de santé « Dites-moi, l'année prochaine, j'ai 50 ans, ne serais-je pas dû pour un dépistage du cancer du côlon et avoir mon test dans les selles ?» Donc, c'est important aussi de poser la question. Normalement,
Un professionnel de santé, dans ces situations-là, il discute même pas. Il y a un questionnement qui est légitime, il y a une réalité factuelle de ce qu'est le problème de santé publique du cancer colorectal au Québec. Donc, à ce moment-là, le rôle du professionnel de santé, c'est justement d'être ce maillon-là dans les campagnes de dépistage, d'assumer son rôle et de proposer le dépistage sans le moindre début ni de discussion et encore moins de jugement, bien évidemment. Effectivement. Je ne sais pas toi, Valérie, mais j'ai l'impression que les gens dans la population sont très au courant du cancer du sein, très au courant du cancer de la prostate, puis je me fais pas beaucoup challenger au niveau du cancer du côlon. Je vais souvent de l'avant, puis je vais aller moi-même poser des questions au niveau du patient. La littérature et mon expérience me font dire que c'est pas tant un problème de conscientisation collective, mais plus un problème de gêne. OK. Il me semble que les femmes étaient, il y a 20 ans, il y a 30 ans, gênées peut-être de parler de leurs problématiques de cancer du sein. L'évolution des mœurs sociales au Québec font que les femmes au Québec n'ont plus tant de problèmes pour parler de tout ce qui touche à leur vie génitale et sexuelle. Ils n'ont plus de problème de parler de leur libido, de leur menstru, etc. Et venant avec de leurs problèmes de santé, y compris le cancer du sein. Exemple. En revanche, quand on parle de cancer du côlon, on parle de constipation, de diarrhée, de sang dans les selles, on parle de caca. Il y a vraiment un tabou autour de ça. Et les gens ne parlent pas de leur caca, où ils ont du mal, sauf, moi dans ma famille, on parle vraiment de caca sans aucun... Je pense qu'on ne coche de trop de caca dans ma famille. Mais là, il y a un gastro-entérologue dans la famille. Mais c'est sûr que les gens ont du mal encore à parler à leur entourage, à leurs proches, de leur santé digestive. Alors que, mon Dieu, que la santé digestive, ce qu'on mange, ce qui rentre dans notre corps et ce qui sort de notre corps est à la base, mais de tout. Petit rappel, quand on se demande dans la vie « Comment vas-tu ? Comment allez-vous ?» On se demande comment on fait caca. Aviez-vous déjà remarqué que ça, étymologiquement, ça vient de la vieille médecine du Moyen-Âge, où en fait, c'était la médecine qui jugeait sur les humeurs, donc on parlait que de la température, du sang, des selles et du pipi. Et en fait, quand on demandait à quelqu'un s'il était en bonne santé, on lui demandait « Comment vas-tu ?» ce qui voulait dire « Comment vas-tu à la toilette ?» Okay. Et la personne répondait « Je vais bien ». Ça veut dire « Je t'allais ce matin, c'était tout beau, magnifique, je te remercie beaucoup ». Donc les gens ne se rendent pas compte, mais bizarrement, quand on se demande « Comment allez-vous ? Comment vas-tu ?» on se demande tout simplement si on chie correctement. Et si on dit « je vais bien », ça veut dire que tout va bien, sous-entendu que quand on ne va pas correctement à la toilette, il y a quelque chose qui va mal. Donc c'est fou, mais on n'en a pas conscience, mais alors que depuis la nuit des temps, on sait très bien que quand ça va mal de ce bord-là, c'est qu'il y a un problème de santé. Puis comment qu'on s'inquiéterait? Mettons, par exemple, pendant qu'on parle de caca, on va être dans le vif du sujet, là, quand est-ce qu'on doit s'inquiéter pour les gens qui nous écoutent? Là, quand est-ce qu'on doit aller consulter? Bon, idéalement, on va consulter quand on a du sang dans les selles. Alors, ce n'est pas une raison de paniquer, parce que dans la grande majorité des cas, quand on a du sang dans les selles, ça va venir des hémorroïdes, surtout quand c'est dans une période de modification de ses habitudes digestives, que ce soit dans un sens diarrhée ou dans un sens constipation. On a tous des hémorroïdes, mais les hémorroïdes ont tendance à enfler et saigner quand le transit intestinal va se modifier drastiquement. Donc, par exemple, pendant un épisode de constipation. Mais passé un certain âge, hémorroïdes ou pas, disons passé 45 ans, moi je pense qu'il faudrait baisser le seuil de 50 ans à 64 ans. Oui, je voulais qu'on en parle de ça. Je m'excuse, mais au moment même où le Québec lance sa campagne nationale à partir des gens de 50 ans, aux États-Unis et en France, ils ont abaissé le seuil à 45 ans parce qu'il y a de plus en plus de cancer du côlon chez les gens jeunes. Mais on va y revenir. Mais ce que je veux dire, c'est que passé 45 ans, quand on a du sang dans les selles, oui, la plupart du temps, c'est des hémorroïdes. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Ça peut aussi être une fissure anale. La fissure anale va venir avec des douleurs. Ça, c'est pas compliqué à comprendre. On a une petite plaie au niveau de l'anus. La selle va passer. La petite plaie va se réouvrir et saigner. Ça fait très mal. Donc, voilà. Mais quand on a du sang dans les selles passé 45 ans, si on n'a jamais fait de coloscopie ou que la dernière coloscopie a plus de 5 ans, on est dû pour faire une coloscopie. Quand on a une modification de transit intestinal qui est inhabituelle, il va falloir aussi s'en inquiéter. Si on est constipé out of the blue à 49 ans alors qu'on n'a jamais été constipé, ça ne veut pas dire qu'on a un cancer du côlon. Mais ça se peut. Ça peut être un signe indirect de cancer du côlon. Donc dans ces cas-là, il faut consulter et on va être dû pour une coloscopie. Ça serait la masse. Ça serait la masse qui pourrait obstruer, absolument. C'est vrai aussi pour une diarrhée. C'est-à-dire qu'on a une modification du transit qui est inhabituelle et qui est durable dans le temps.
Hein, c'est sûr, on a le droit d'avoir une diarrhée quand on va dans le sud et quand on a liché une glace qui était décongelée 4 fois. C'est sûr qu'on va avoir une diarrhée, la gang. Donc ça ne veut pas dire qu'on a un cancer du côlon. Mais par contre, quand tout allait bien et puis à un moment donné, on s'est mis à avoir des selles molles, puis ça ne revient pas, oui, ça va nécessiter aussi une coloscopie. Et ça revient au rôle du côlon. C'est quoi sa fonction? Tu sais, c'est super important. Alors, dans la digestion, le côlon, principalement, va réabsorber l'eau. Exact. L'eau et les ions. Donc, en fait, les selles, l'intestin grêle va surtout servir à absorber les nutriments. C'est la fonction principale de l'intestin grêle. C'est pour ça qu'il y a des villosités, des microvillosités, tellement de belles cellules digestives, les entérocytes, qui vont mettre en contact notre sang avec les nutriments et absorber tous les nutriments. Et quand ça va arriver dans le côlon, le bol alimentaire va être encore extrêmement liquide. Et donc, pendant le cheminement de la droite, en bas à droite, le cécum, jusqu'à la fin du côlon sigmoïde, puis le rectum, il va y avoir une réabsorption d'eau et les selles vont devenir solides. Donc parfois elles sont trop solides, on est constipé. C'est pour ça qu'il faut boire de l'eau. Parfois elles sont pas assez solides, donc ça va être la diarrhée. Donc c'est quelque chose quand même de très fin. Mais moi, quand j'ai commencé ma médecine, il y a donc 1572 ans, on ne disait qu'il n'y avait pas tant de phénomènes digestifs à part cette réabsorption d'eau qui se passait au niveau du côlon. Et entre-temps, on a découvert que dans notre côlon, nous avons nos 1000 milliards d'amis. Le microbiote intestinal, anciennement... Val va être contente, là, on parle de... anciennement flore digestive. Donc, le microbiote intestinal, c'est plein de bactéries différentes. C'est 1300 à 1500 souches bactériennes différentes. Je dis ça parce que, je m'excuse, il va y avoir des touches un peu terristes dans notre podcast, mais c'est juste que les gens qui prennent des probiotiques, qui vont à la pharmacie prendre des probiotiques, c'est bien. Hein. Moi, je recommande, je prescris énormément de probiotiques. Okay. Mais vous regarderez la composition de votre probiotique pour des raisons industrielles et de transport, etc. C'est surtout des déclinaisons de Lactobacillus et de Saccharomyces. Donc, c'est plein de Saccharomyces, ça c'est des noms de bactéries différents, plein de Lactobacillus parce que c'est des bactéries qui tolèrent bien la déshydratation, être mises en gélule, être transportées dans des containers depuis le Pakistan jusqu'aux Jean Coutu sur Mont-Royal. Mais la flore intestinale, c'est 1500 souches bactériennes différentes. Là, c'est quoi qui pourrait nous aider, mettons, par rapport au cancer colorectal, si on fait le lien entre les deux? Alors ça, c'est pas compliqué. Question simple, réponse simple. Vous ouvrez votre guide alimentaire canadien et vous mangez comme ce qui est écrit là-dedans. Parfait. C'est-à-dire que notre flore digestive, notre microbiote, va évoluer dans le temps selon deux choses. Un, notre codage génétique. Il n'y a rien qu'on puisse faire avec ça. Notre flore intestinale est gérée par notre codage génétique. Elle nous est propre. Notre flore digestive nous est encore plus individuelle et propre que nos empreintes de l'iris ou nos empreintes digitales. On peut identifier quelqu'un à 100% de certains en faisant un prélèvement de son caca. C'est utilisé par la police scientifique. Vous pouvez fact-checker la gang, tout ce que je dis. Demandez à ChatGPT, la police scientifique peut vous identifier avec une trace de votre caca. Fait qu'il y a le volet modifiable et le volet non modifiable. Le volet modifiable, c'est ce qu'on mange. Donc ça, c'est pas compliqué. Plus on va manger de la scrap. Donc ça, c'est l'alimentation ultra transformée. L'alimentation où il y a plus rien de naturel là-dedans. Et ce qui très gras, très sucré, très salé. Okay. Du coca et des goldfish, genre. C'est pas vos sponsors, ouais. Donc, genre... Des goldfish. Manger des goldfish goût fromage, là. Bon, il n'y a rien de moins naturel dans le monde que ça. Mais si on mange des fruits, des légumes, des légumineuses, de la viande, du poisson, donc une alimentation équilibrée et le plus possible fraîche, on va nourrir son microbiote. On va également nourrir beaucoup son microbiote en mangeant des aliments fermentés, donc qui contiennent aussi des micro-organismes, parce que les aliments fermentés sont vivants, et donc la fermentation qui va se passer là-dedans va alimenter et aider ton microbiote à vivre en osmose avec ces nouvelles petites amies qu'on amène dans la garderie qu'il y a dans le côlon. Donc ça va être tout ce qui est le kéfir, le kimchi, tout ce qui fait le yogourt, etc. On parle souvent du kombucha aussi. Kombucha, merveilleux, kombucha, magnifique. Donc ça, plus ça, c'est juste qu'avoir une alimentation variée, équilibrée, fraîche et avec de temps en temps des choses fermentées là-dedans, le microbiote va être équilibré, on va être en
eubiose. Donc, on nourrit les bonnes bactéries. Absolument. Mais quand on va mal se nourrir, le microbiote va être déséquilibré. Et donc là, on va être en dysbiose. Et quand on est en dysbiose, on découvre de plus en plus que vont se passer des micro-phénomènes inflammatoires qui vont débalancer les millions et les millions d'informations que sont échangées entre nos 1000 milliards d'habitantes et notre cerveau. Parce que nos 1000 milliards d'habitantes dans notre intestin, on sait depuis quelques années qu'elles sécrètent des neurotransmetteurs, des hormones, etc. Et donc elles vivent en osmose avec nous, communiquent avec le cerveau, envoient des informations et agissent sur le système nerveux, le système immunitaire, etc. Et donc, je prends l'exemple de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn, donc les maladies inflammatoires de l'intestin. Là encore, les amis, on parle d'un problème de santé publique majeur au Canada. Le Canada est le pays où il y a le plus de maladies de Crohn et de colite ulcéreuse per capita du monde. Ah ouais. Du monde. Sais-tu pourquoi? Alors, pourquoi? C'est clairement des maladies qui sont des maladies des pays industrialisés. Ouais. Donc, Du GV. ça doit venir de l'extérieur, quelque chose qui déséquilibre de quoi dans notre intestin. On sait que le de quoi, c'est la dysbiose. On sait que tous les gens qui ont une colite ulcéreuse, une maladie de Crohn, à un moment donné, il va y avoir un déséquilibre avec des bactéries mauvaises et méchantes qui vont prendre le pouvoir et qui vont déclencher la maladie. Qu'est-ce qui déclenche cette dysbiose? Ça, on ne le sait pas encore. Mais le stress. le stress, c'est sûr, mais c'est quoi probablement l'impact? ce qu'on mange. Probablement ce qu'on mange. Et probablement l'alimentation ultra transformée. Parce que la différence entre le Canada et la Côte d'Ivoire, ou la différence entre les États-Unis puis un pays moins développé et où il va y avoir moins de maladies de Crohn et de colite ulcéreuse, c'est très clairement la grande distribution et l'accès facile à la scrap alimentaire. Puis on en parle souvent, là, l'alcool, le tabac, on le sait, là, que ça amène des effets néfastes au niveau de la santé. Mais en quoi? Puis même l'activité physique, on le sait aussi, de bouger, ça diminue. Alors l'alcool, je vais faire une montée de lait. J'ai droit à une montée de lait? Ah, bien certainement. Parfait. Poliment. Je vais faire une montée de lait polie. Il se dit de plus en plus, et j'ai certains collègues gastro-entérologues éminents qui défendent cette hypothèse-là, que depuis certaines publications cardiovasculaires qui datent d'il y a 1 an ou 2 maintenant, on va recommander, les médecins, on est supposé de recommander 0 alcool. Parce que jusqu'à présent, on recommandait à peu près 5 consommations par semaine en disant que c'était soit pas mauvais pour la santé, soit que si c'était du vin rouge, que c'était moins pire c'était au niveau même, de l'homme, la femme. Il y avait peut-être un effet protecteur sur le système cardiovasculaire. Et puis là, il y a des cardio américains qui ont démontré que 0 alcool, en fait, c'est mieux et que tous les médecins, on devrait dire que les gens devraient consommer 0 alcool. Ça, la gang, c'est très grave. C'est très grave pour des raisons morales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intelligence de cette recommandation-là, c'est comme de dire que sur l'autoroute, on devrait conduire à 0 km/h, parce qu'à 0 km/h, il y aurait moins d'accidents qu'à 100 km/h. Zéro risque. C'est-à-dire, c'est vrai, d'accord, mais c'est complètement con de dire un truc pareil. Je veux dire, recommander à tout le monde de ne pas boire d'alcool, c'est complètement con, c'est un jugement moral. Et ça, c'est le fruit de ce qui s'est passé dans la communauté scientifique pendant la pandémie. Pendant la pandémie, les gens étaient très divisés. Et il y a beaucoup de gens qui ont tordu un peu les chiffres de la vaccination, de l'effet protecteur des masques, etc., pour faire dire aux études médicales ce qu'ils voulaient sur un mode anti-vax ou sur un mode anti-masque. Et ça veut dire que la pandémie a fait beaucoup de mal à un bien commun de l'humanité, qui est le fait scientifique. Parce que le fait scientifique, il n'est pas politique, il n'est pas Trudeau, il n'est pas Poilièvre. Le fait scientifique, il est scientifique. Ouais. C'est-à-dire que la science, elle dit quelque chose est vrai, c'est vrai. La science, elle dit que quelque chose est faux, c'est faux. Et la science, elle dit je sais pas, ça veut dire qu'on sait pas. C'est quand même pas compliqué de défendre ça. Donc commencer à venir dire à tout le monde que l'alcool, c'est toxique, c'est complètement con, c'est faux, et c'est avoir tordu un fait scientifique pour lui faire dire quelque chose de moral. Ça n'est pas vrai. Donc fin de la digression sur l'alcool, mais c'est sûr que boire trop d'alcool, c'est pas bon, et que boire plus d'alcool que moins d'alcool, ça va avoir un effet sur le cancer du côlon. Mais je ne serai pas le gastro-entérologue qui viendra dire à votre antenne que pour vous protéger du cancer du côlon, vous devriez boire pas d'alcool. C'est pas vrai. Si vous buvez du vin bio ou du vin nature de manière raisonnée et de temps en temps et que vous ne fumez pas, il n'y a aucune preuve scientifique à date que ça va augmenter votre risque de cancer du côlon. Par contre, si vous prenez des brosses 3 fois par semaine avec du vieux Jack et des vodka Red Bull, ça, c'est pas bon pour votre cœur, c'est pas bon pour votre cerveau, c'est pas bon pour votre côlon. On voyait que le risque le cancer colorectal aurait doublé dans les 40 dernières années. Oui, mais à cause de la bouffe.
à cause du gras. Ben, entre autres, mais il parlait aussi des habitudes de consommation d'alcool. Anciennement, on était peut-être plus dans quelque chose de régulier, à petite dose. Mais non, mais ça, c'est un biais scientifique. OK. En fait, le cancer du côlon, il a doublé ces 40 dernières années parce qu'en fait, le facteur de risque numéro 1 du cancer du côlon, c'est génétique. Okay. Et le facteur de risque numéro 2 du cancer du côlon, c'est l'obésité. Ouais. Et l'obésité qui vient avec de la bouffe trop grasse, trop riche. C'est un cancer métabolique. Absolument. Absolument. Est-ce que tu connais des gens qui sont obèses et qui bouffent trop sucré, trop salé, trop riche, trop gras et qui boivent pas d'alcool? Non. Ben, c'est rarissime. Non, on peut pas. On s'entend-tu? Ça vient avec une alimentation qui est trop. Donc, on peut pas savoir là-dedans si c'est parce qu'ils ont mangé trop de steak. Alors, par exemple, par rapport au oui-non tantôt. Oui, dans les steaks, ce qui donne le cancer du côlon, c'est parce qu'on mange trop de viande rouge et que la viande rouge est trop grasse et que dans certaines viandes qu'on a cuites au barbecue, il va y avoir en plus sur la viande des produits carbonés issus de la carbonisation parce que ça l'a trop cuit et puis ça l'a brûlé, qui vont encore en plus donner le cancer du côlon et d'autres cancers. Est-ce que c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut plus manger de viande rouge ou plus faire de barbecue? Non, c'est une question de dose. Oui, c'est ça. C'est avec modération aussi. Évidemment que quand on va manger trop de viande rouge, trop cuite sur le barbecue, trop souvent dans sa vie, on va être trop gros et on va avoir plusieurs facteurs de risque et plusieurs facteurs de risque de cancer. On ne peut pas dire que si tu manges de la viande, mais que tu arrêtes de la cuire sur le barbecue, comme ça, il n'y aura plus de produits carbonés, eh ben, tu n'auras plus de facteurs de risque du cancer du côlon. Val, c'est exactement pareil sur l'alcool. Je veux dire, tu peux bien dire à quelqu'un qui mange trop riche, trop gras, trop salé, trop sucré, que s'il arrête de boire de l'alcool, mais qui boit avec tout ça du Coke, du Fanta ou des liqueurs sucrées, il va avoir moins de risque de cancer du côlon? Non. Donc, ce qui est à retenir, c'est la modération. Je pense qu'il ne faut pas démoniser tout. Tu sais, il y a un certain plaisir. On parle souvent d'alimentation intuitive, d'écouter ses signaux de faim en termes de portions qui va prévenir l'obésité, puis aussi au niveau de la qualité des aliments, d'essayer de chercher quelque chose qui est en dehors des allées transformées, parce qu'il y a aussi des additifs. Hein? On ne sait pas encore tout de l'impact. On sait qu'on ne sait rien. C'est-à-dire que quand tu regardes un aliment, tu peux avoir une idée des effets que ça va avoir sur ton organisme jusqu'à à peu près, disent les pharmaciens, 4 ou 5 produits chimiques qu'il y a là-dedans. Au-delà de 5 produits chimiques, tu n'as plus la moindre idée. Personne ne peut prédire ce que ça va avoir comme action sur ton corps. Donc, regardez le paquet de ce que vous achetez. Et s'il y a plus que 5 produits chimiques là-dedans, eh ben, vous ne savez pas ce que vous mangez. Puis, Michael, est-ce qu'on pourrait dire que ça contribue à l'augmentation de Tu sais, on parlait d'inflammation, là. Tu sais, il y a les maladies inflammatoires de l'intestin qui sont une classe à part, mais on parlait globalement de l'inflammation dans le corps des gens qui pourrait augmenter le risque de cancer. Ben ça, c'est la notion de micro-inflammation qui est chère aux rhumatologues. Et effectivement, manger des choses qui sont agressives pour le corps. Oui, c'est bon. Ça sur le long terme aussi, c'est ça qu'on disait. À long terme, les provoque des micro-inflammations à droite et à gauche. Et ces phénomènes de micro-inflammation, on les retrouve dans la cancérogénèse, et notamment la cancérogénèse digestive, mais on les retrouve aussi en santé cardiovasculaire. Parce qu'en fait, ce qui va se passer à l'intérieur des vaisseaux et des vaisseaux coronaires 100%. Et des vaisseaux carotidiens, et le fait qu'il va y avoir des plaques qui vont s'accumuler, puis de temps en temps qui vont péter, faire des thrombus et faire des ACV ou des infarctus, c'est aussi des phénomènes de micro-agression de la partie interne, c'est-à-dire l'intima des vaisseaux. Donc ces phénomènes de micro-agression, de micro-inflammation-là sont bien connus, et l'action qui a l'air chère à Val, mais qui est reconnue aussi dans la littérature du stress sur ces micro-agressions et ces micro-inflammations est tout à fait démontrée. Après, je vous ai déjà dit, en science, on sait ce qui est oui, on sait ce qui est non, on sait ce qui est on ne sait pas. Pour l'instant, la relation de cause à effet n'est pas démontrée. Est-ce qu'on a démontré que ces micro-agressions et ces micro-inflammations existent? Oui. Est-ce qu'on a démontré le rapport entre ces micro-agressions et la cancérogénèse? Pour l'instant, non. Pas clairement. Ce sont des suspicions. Ça fait plaisir et ça plaît à l'esprit de dire que oui, mais ça n'est pas parce que ça plaît à l'esprit que c'est la vérité absolue. Donc je suis très content qu'on donne aux infirmières et aux auditeurs du podcast live ce que c'est qu'un débat scientifique. Le débat scientifique, c'est ça. On pose sur la table les faits. On dit ce qui est démontré, on dit ce qui n'est pas démontré, on dit ce qu'on pense et on dit quelles études on veut faire pour démontrer la relation de cause à effet. C'est comme ça qu'on raisonne scientifiquement et pas autrement.
Fait que l'environnement a un gros lien. Notre stress a un lien. Qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on ingère Oui. a un lien. Le tabac, l'activité physique. Mais je voulais Comment qu'on- on bouge? Je voulais qu'on en Bouger, parle. vraiment. Je voulais qu'on en parle parce que, en fait, j'essayais de trouver. Je souhaite que les gens comprennent davantage pourquoi ils font les choses. Oui. Pourquoi il faut moins manger ça. Pourquoi il faudrait manger plus de ça. Pourquoi on veut bouger. On le sait que c'est bon Oui. faire de l'activité physique, Oui. mais concrètement, pour le cancer colorectal, c'est quoi le bénéfice? Comment ça l'aide? Il faut faire de l'activité physique du point de vue gastro-entérologique parce qu'il y a une immense littérature pour prouver que l'activité physique fait partie d'une bonne santé digestive avec notamment une facilitation du transit. Donc là, par exemple, je m'adresse aux gens qui sont constipés. Les gens qui sont constipés, vous voulez savoir ce qui est prouvé dans la littérature, il faut boire de l'eau, il faut manger des fruits et des légumes, et il faut bouger. C'est pas compliqué. Normalement, si vous faites ça, 80% des constipations sont résolues. Mhm. Mais on sait aussi justement que l'activité physique, a un effet anti-inflammatoire. Tous les médecins internistes et rhumatologues le savent, faire une activité physique adaptée à sa condition physique va diminuer ces micro-inflammations et ces micro-agressions. Et ça peut se voir sur des chiffres où on va doser la VS et la CRP, où en fait la VS et la CRP, quand on suit les gens pour des maladies inflammatoires chroniques, va diminuer quand on fait de l'activité physique régulière. Régulière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de faire des marathons et des ultras, etc., etc. Ça veut dire qu'il faut faire 3 à 4 fois par semaine, 30 à 40 minutes d'activité physique adaptée à sa condition. Ça veut dire que si on est jeune et qu'on est en pleine forme, on peut aller faire 100 km à vélo. Et si on est plus âgé, et si on a des problèmes aux genoux, il suffit d'aller prendre une marche ou de nager, ou juste de bouger, suffit à drastiquement faire baisser la mortalité cardiovasculaire, la mortalité par cancer et la mortalité par cancer du côlon. Et là, c'est le raisonnement scientifique inverse. J'ai de la littérature pour vous dire ça. Mais par contre, j'ai aucune littérature pour vous dire quelle est la relation de cause à effet. C'est-à-dire, on est encore en train de chercher sur quoi ça agit au niveau du corps pour dire, mon Dieu, mais les gens qui vont à la piscine, qui nagent, qui rament et qui courent, ils font moins de cancer que les autres. Pourquoi? On ne le sait pas. Mais est-ce qu'on le sait? Oui, on le sait. Mais c'est considérable. On lisait 30 à 40% de Ouais. diminution du risque de cancer. Absolument. Notamment parce que Manger, bouger. ça contrôle le Eh poids. Oui, en Hein. résumé. On sait que l'obésité est un énorme facteur de risque pour le cancer. Donc, de faire de l'activité physique va réduire à ce niveau-là. Puis, il y avait aussi quelque chose au niveau de la stagnation des aliments transformés par Oui. la diminution du transit chez Oui. quelqu'un qui bouge moins. Donc, Exactement. quelqu'un qui va bouger plus va avoir une meilleure... Faciliter le transit, ouais. etc., etc. Et probablement qu'on est à l'aube de quelque chose avec les médicaments comme Ozempic, Wegovy, Mounjaro, etc., etc. Parce que c'est sûr que maintenant on commence à avoir quelques temps de recul là-dessus et qu'on voit qu'il peut y avoir des effets secondaires, que les gens vont avoir du mal à arrêter ça, etc. Mais on voit aussi, ça y est, on commence à voir que ces médicaments-là aident les gens à diminuer leur consommation d'alcool et diminuent la mortalité cardiovasculaire. Et je vous le mets, je fais un pari ici, je mets 20 pièces à tous les gens qui nous écoutent, que d'ici quelques temps, on va dire « Oh mon Dieu, mais ça diminue la mortalité par cancer », parce qu'on va forcément diminuer l'obésité. Quand on diminue l'obésité, les gens se sentant plus légers vont avoir une facilité à aller bouger. Ouais. Et donc, ça peut être le petit trigger qui va un relancer cercle les vicieux. gens Exact. dans une vie saine. C'est un cercle vicieux en Ouais. même temps. Puis je pense que pour tous les cancers, on pourra en parler de nos habitudes de vie. Puis je trouve ça le fun qu'on soit capable de faire le lien en termes d'inflammation. Oui. Puis en termes de transit. Est-ce qu'on a quelque chose sur la constipation rapidement? Ben, la constipation, on n'a pas quelque chose sur la constipation et le lien avec le cancer, mais par contre, même à ça, on a tellement de choses sur la Ouais. constipation et le confort intestinal et le côlon irritable et le ballonnement et les hémorroïdes et les diverticules qui peuvent se compliquer avec des diverticulites, etc., etc. Donc la constipation n'est pas supposée de taffer ça et de vivre avec ça. Ouais. Quand on est constipé, il faut agir parce qu'à un moment donné, ça aura des conséquences, Puis si autres que le confort. Bien, je voulais absolument qu'on parle rapidement. Tu parlais d'âge tantôt. Il faudrait pour nos tu sais, jeunes. se comparer Ouais. aux États-Unis, en Europe, Ouais. qui ont réduit le Ouais. dépistage. Mais pour les jeunes tu sais, d'aujourd'hui, ça se veut pas d'effrayer les gens ou Mais c'est l'autre moment triste de notre podcast, parce que c'est une catastrophe qui est en train de se passer. Effectivement. Il y a de plus en plus de diagnostics de cancer colorectal chez des gens jeunes. Comme les cancers du sein. Comme les cancers du sein. Il y a de plus en plus de diagnostics de Fait qu'il cancer faut at large s'inquiéter. chez les gens plus jeunes. pense Donc, qu'il faut être vigilant, ouais. plus jeunes, je ne parle pas des 18-20 ans, là, mais Non, je parle des tu sais, 30, 40, fin jeunes, trentaine, fin 40. trentaine, début quarantaine. Ouais. Et ça, ce n'était pas le cas avant. Et Ouais. des histoires dramatiques, on en voit de plus en plus parce que, vous le savez, vous les IPS, mais
plus le cancer, notamment le cancer colorectal, mais en général, plus le cancer survient jeune, plus il est agressif. Exact. Les cellules sont en forme. Les cellules sont en forme et effectivement, les cancers chez les gens de 40 ans ont tendance à flamber et à métastaser beaucoup plus que s'ils surviennent à 80 ou à 90 ans. Et ça, clairement, ça oriente un peu toute la communauté scientifique sur l'influence de nos vies. Ouais. Et justement des facteurs de pollution, d'alimentation, environnementale. Ça peut être la seule explication parce que c'est une spécificité absolue de nos pays riches, absolue. Ouais. Mais ça arrive en Europe, ça arrive aux États, ça arrive chez nous. Et donc, effectivement, je ne veux affoler ni inquiéter personne, mais chez les gens qui nous écoutent, c'est pas parce que vous avez 38 ans que vous avez du sang dans les selles que c'est forcément des hémorroïdes. Si ça dure et que c'est pas adressé dignement, à un moment donné, il faudra aussi que vous fassiez une coloscopie parce qu'il faudrait intervenir plus tôt que tard. C'est le nouveau paradigme. On ne veut pas que les gens tardent à consulter. Je pense qu'il y a une des raisons aussi pourquoi il y a un diagnostic tardif. Les gens vont banaliser, vont dire c'est des hémorroïdes ou vont... qu'est-ce qui peut faire des hausses du saignement dans les selles chez un jeune autre que des hémorroïdes? Bon, alors ça, c'est une question pour les étudiants en médecine qui peut prendre un quart d'heure. Il y a beaucoup de manger épicé ou de... manger épicé, oui puis non, parce que en fait, ce qui va te donner des saignements et des hémorroïdes, ça va être ce qui contient des fibres du piment. Donc, quand tu croques un jalapeno et que tu manges quelque chose comme ça où il va y avoir le piment comme tel, oui. Mais par contre, quand tu vas mettre de la sauce tabasco où en fait tout est dilué comme ça dans de l'eau et du vinaigre, non. Okay. Donc, oui puis non. Les épices, oui puis non. C'est en général plutôt tout le monde a des hémorroïdes. Et puis tu vis avec, mais quand tu as de l'épice qui va passer sur tes hémorroïdes, si tu avais des hémorroïdes un peu enflées, c'est à ce moment-là que tu vas les sentir. C'est plus comme ça que ça se passe. Mais ce qui va donner des saignements dans les selles, dans l'immense majorité des cas, ça va être des pathologies proctologiques du canal anal, donc tout ce qui va se passer au niveau du péteux, que ce soit les hémorroïdes, les fissures anales. Ça peut être des polypes, mais ça peut être aussi très révélateur chez les gens jeunes de maladies inflammatoires de l'intestin. Si quelqu'un vient me voir à 30-35 ans et qui me dit « j'ai du sang dans les selles, j'ai consulté pour les hémorroïdes, c'est pas ça, etc. » Le premier diagnostic auquel je vais penser, ça va être une maladie de Crohn, puis ça nécessite une coloscopie pareille pour aller dépister ça, parce que ça va nécessiter des traitements. Les diverticules peuvent saigner, il peut y avoir des malformations cardiovasculaires qui vont saigner, puis comme on le disait en début de podcast, ça peut évidemment être des polypes qui vont saigner. Donc, tout ça fait qu'on ne peut pas banaliser le saignement dans les selles. Non, les gens, il faut consulter. Voilà. On peut le banaliser, mettons, si on sait qu'on a des hémorroïdes, on a déjà consulté pour ça, Mais je veux dire, sans être allé voir un professionnel de santé dédié, on ne peut pas déduire qu'avoir du sang dans les selles, c'est pas normal. Gang, c'est pas comme des menstrues, là, on n'est pas supposé de saigner par l'arrière. Puis juste... de différencier le sang clair, puis quand on pose la question au patient du sang noir ou une selle noire, c'est quoi la différence? Le sang clair, ça va être du sang pas digéré. Le sang noir, ça va plutôt être le sang qui aura déjà été processé par l'intestin, donc il vient de plus haut dans l'intestin. Donc on a tendance à dire que la rectorragie, ou hématochésie, c'est du sang rouge. Donc ça va plutôt venir de la fin du côlon, donc tout ce qui est rectum et anus, alors que quand ça vient de plus haut, y compris de l'estomac, on va avoir du sang noir qui va sortir dans les selles, on appelle ça du méléna. C'est du goudron, là. C'est ça. Mais là encore, je voudrais que les gens ne s'inquiètent pas trop. Le méléna, c'est un aspect noirâtre, mais ça a une odeur, ça sent le col. Bon, voilà. Et ça, l'odeur du méléna, on l'oublie jamais. Donc, il y a aussi beaucoup de gens qui sont constipés puis qui ont les selles qui ont tendance à être plus foncées. Il y a beaucoup de gens qui prennent des supplémentations de fer et qui vont avoir les selles qui vont naturellement être colorées par le fer. Donc, ils vont être plus foncés. Donc, pas d'inquiétude. Si vous avez des selles plus foncées ou des selles noires, ça ne veut pas forcément dire que vous avez du méléna. Mais si vous avez des selles qui sont noires et puis qui sentent très bizarre, oui, ça peut dire que vous avez du méléna. Puis, il faut consulter. Puis, il faut consulter aujourd'hui, à part de ça. Quand on a du méléna, parce que ça peut être un ulcère de l'estomac ou quelque chose de ça, vous devez aller voir votre médecin de famille. Oui, mais j'ai pas de médecin de famille. Alors, à ce moment-là, vous appelez... Les cliniques d'IPS. Vous appelez votre clinique d'IPS. Oui, mais j'ai pas de clinique d'IPS. Alors, vous appelez le 811 et vous faites le 3 pour avoir une consultation prioritaire avec le GAP, le guichet d'accès prioritaire. Et là, je trouve ça plate. Il va falloir déjà arriver à notre conclusion. Je suis trop long, hein? Mais tu savais, hein? Toujours trop long. Mais c'est super intéressant, puis il faut prendre le temps. On peut faire un petit résumé, en fait, de 50, 60, 14 ans. Dépistage. Voilà. Donc, le résumé, c'est consulter, challenger, agir.
Consulter, ça veut dire, vous devez faire votre prévention secondaire, c'est-à-dire faire votre dépistage si vous avez entre 50 et 74 ans, ou si vous avez des symptômes dont on a parlé pendant ce podcast, des saignements, des modifications de selles, Mal des au modifications ventre. d'habitude, mal au ventre, des Exact. ballonnements. Vous devez aller consulter un professionnel de santé. On le rappelle, c'est un test qui est facile à la maison, Qui fait pas qui est mal. disponible partout. Absolument, et qui, dans la grande majorité des cas, reviendra négatif et Ouais. vous direz fiou et vous n'aurez même pas besoin de passer une coloscopie. Exact. Ensuite, vous devez challenger. Challenger, ça veut dire que des fois, vous allez aller voir votre professionnel de santé parce que vous avez mal à l'oreille, parce que le petit fait une poussée dentaire, parce que vous avez une chute de cheveux que vous ne comprenez pas pourquoi, parce que c'est le moment stress. de prendre la pression artérielle. Et le stress, et votre professionnel de santé, alors que vous avez 52 ans, ne va pas vous proposer le dépistage du cancer colorectal. Donc, vous avez le droit de challenger votre professionnel Ouais. de santé, et soit de lui dire « j'ai pas reçu la lettre, pouvez-vous me prescrire la recherche de saignement dans les selles ?» soit de lui dire « j'ai 45 ans, mais ma sœur, on vient de lui diagnostiquer C'est un ça. cancer De du côlon. questionner nos Est-ce que héritiers, je ouais. peux avoir une prescription pour aller voir le gastro-entérologue parce que je pense que j'ai besoin d'une coloscopie ?» Personne n'est en droit ni de vous le refuser, ni de juger, d'accord? Si on vous juge, vous écrivez à Valérie Saillant, À notre info IPS. Info à IPS. Info IPS, le professionnel de santé entendra parler. Et agir. Agir, ça veut dire que votre prévention primaire, c'est-à-dire avant même qu'arrive le polype, avant même qu'arrive le cancer, votre mode de vie, c'est vos actions. Vous avez votre santé en main. Et votre santé en main, c'est comment vous allez manger, comment vous allez vous hydrater et comment vous allez bouger. Comment vous allez prendre soin de votre corps, comment vous allez vous prendre soin de votre santé digestive et donc comment vous allez prendre soin de votre microbiote intestinal. C'est comme ça que vous allez le plus éviter d'avoir des problèmes de santé et notamment des cancers du côlon. Puis si on peut briser le tabou avec le caca, c'est quelque chose qui... Mais oui, il parlez de faut- caca à Noël, là. Ben, À vos ben, repas de Noël en famille. t'es Comment pas à vas-tu? Tu sais ce que... Dites-vous ça en famille. Comment vas-tu? Sais-tu ce que ça veut dire? Comment vas-tu? Eh ben, Ben oui, tout le monde fait Mais caca. pour détecter des changements, je pense qu'essentiellement, les gens, comme tu disais, 50% regardent pas, mais il y a une échelle qui existe, l'échelle de Bristol. D'ailleurs, ils en ont parlé, tout le monde en parle il y a quelques semaines. ah oui? Qui a parlé de Ah, Guilla. Guilla a parlé de l'échelle de Donc, ils ont Bristol. sensibilisé les gens. Il y a une échelle, mais moi, c'est étrange dans mon sans rendez-vous ou quand je fais du bureau, j'ai ma technique d'hygiène nasale pour les enfants, puis j'ai mon échelle de Bristol qui est toujours ouverte, puis je tourne Oui. l'écran aux patients, puis les gens savent très bien pointer où le... Ah, tout de suite, sans Donc, hésitation. Moi, il y je a- recommande à tous les médecins de famille et tous les IPS de première ligne d'avoir dans le tiroir l'échelle de sortir Bristol, notre échelle. parce que vous montrez ça aux gens, ils sont toujours ultra contents qu'on leur parle de leur transit intestinal. Enfin, Peu importe l'âge, oui. quelqu'un me questionne sur mon caca et vont tout de suite vous pointer. Vous verrez tout de suite si vous êtes en santé digestive dès que la patiente va vous pointer sur son échelle de Qu'est-ce qu'on Bristol. veut rapidement? Comme Ben, échelle l'échelle de Bristol, ça va être la consistance de vos selles. Mhm. Donc, ça va de liquide à petites crottes Exact. de lapin. Les petites crottes de lapin, on est On constipé. les connaît toutes. Ouais. Liquide, c'est diarrhée, puis entre les deux, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on... Ouais, c'est ça, entre les deux. C'est Ouais, ce qu'on c'est va ça. dire à la population. Le normal, c'est Bristol 3-4, ceux qui demandent. Bon, Ah, hey, merci. Plaisir. vraiment, ça a Oui, été merci à un vous. honneur de vous recevoir Merci, aujourd'hui. merci. Ça a été super intéressant. Vraiment dynamique. T'es passionné. Merci de participer à notre projet IPS, hein? Ouais. Notre balado qui est là pour la population. Mesdames, messieurs les IPS, je voulais juste souligner à quel point vous êtes importants dans ce système de santé québécois, comment votre profession est indispensable au fonctionnement de notre système de santé qui est croche, comment je trouve ahurissant que la profession médicale ose se poser la question de savoir si vous allez être en concurrence avec quoi que ce soit, alors que le secret est dans la collaboration. Tous les gens qui nous écoutent savent très bien que le problème du système de santé du Québec, c'est l'accès aux soins. Ouais. Je veux dire, que ce soit la FMSQ ou la FMOQ, tout le monde devrait louer qu'il y ait des nouvelles professionnels, des nouveaux et des nouvelles professionnels de santé qui arrivent, qui vont travailler main dans la main avec les médecins en complément pour faire beaucoup de tâches que les médecins trouvent parfois ingrates ou plates et que vous êtes candidate et volontaire pour que eux aient plus de temps pour faire les choses qui sont peut-être plus importantes, plus graves, que sais-je. On peut fermer la porte à aucun accès dans le système de soins aux patients. Donc, moi, je ne représente personne. Je représente le docteur Bensoussan. Mais je voulais juste dire aux centaines de millions de gens qui vont nous écouter que je vous trouve compétente, que je vous trouve pertinente et que je vous trouve indispensable au fonctionnement de notre système de santé. Vous faites partie de la solution et je ne comprendrai pas autrement que votre profession ne fasse que se développer, agir dans plein d'autres spécialités et agir
parfaite collaboration avec les médecins, comme ce qu'on est en train de faire Ben, on ici. collabore, hein? On partage, on a des patients ensemble, puis c'est vraiment un privilège. Puis ben, merci pour ton précieux temps. On peut te suivre. Je pense que tu fais des chroniques santé. Dr B sur TikTok. J'ai un Dr Michael Bensoussan sur Facebook et je fais tous les mardis matins à 7h une chronique santé sur le 96.9 C'est quoi avec ma gang de Debout les comiques. Donc, comme c'est cette gang-là, on parle beaucoup de santé, mais on rigole beaucoup. Et puis, j'ai une connexion très directe avec les auditeurs et les auditrices qui posent des questions en live, des questions de santé at large, gastro ou autres, sur la messagerie. Et puis, on communique beaucoup parce que je réponds live à leurs questions. Et puis, c'est un lien très fort que j'ai avec Donc, s'il y a des questions qui ne sont pas répondues aujourd'hui, les gens pourront aller te les poser. Sur la messagerie, c'est ça. Merci pour ta lutte contre le cancer colorectal. Franchement, tu es grandement engagé. On va, nous, en première ligne, continuer de militer puis d'être très proactive. Augmenter l'accessibilité auprès de la population. Vraiment. Bravo, la gang. Merci. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui, chers auditeurs. Puis on vous rappelle de consulter en cas d'inquiétude. Puis d'ici là, ben, prenez soin de vous.